Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, le cerveau. Le cerveau n'est pas seulement le siège de l'intellect, il est aussi celui des émotions et certaines d'entre elles sont de formidables alliés. Lesquelles, on va en parler avec l'invitée du Grand Oral, la pédiatre Catherine Guéguin. Elle publie Petites et grandes questions pour une enfance heureuse. L'anti-sèche d'Emma Guessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne à l'école. L'actualité, c'est aujourd'hui la journée de l'alphabétisation. Emma vous dira tout. L'heure de la récré également avec Emma. On va sourire et on va apprendre à prononcer des sons sur TikTok. Et puis enfin, comme chaque semaine, plateau repas, votre rendez-vous avec la nutritionniste Sandra Ferreira. C'est la rentrée, il est temps de reprendre ou de prendre les bonnes habitudes alimentaires. Mais quelles sont-elles? Séquence révision avec Sandra. La quotidienne, c'est parti. Grand Oral. Petit mot, grande conséquence. Depuis une vingtaine d'années, les progrès de la recherche en neurosciences ont permis de découvrir l'impact à long terme de la façon dont on s'adresse aux bébés et aux petits-enfants. Alors la bonne nouvelle, c'est que si certains mots blessent durablement, d'autres aident tout aussi durablement. Alors comment éduquer de façon positive? On en parle aujourd'hui avec la pédiatre Catherine Guéguin. Elle publie en cette rentrée aux arènes Petites et grandes questions pour une enfance heureuse, un guide d'éducation illustré par Mefé Desgribouillis. Catherine, bonjour. Bonjour. Docteur Guéguin, il faut quand même que je m'adresse à vous avec un petit peu plus de respect. Alors, ce qui est passionnant au tout début de l'ouvrage, c'est que vous partagez avec les lecteurs presque je ne sais pas si c'est un étonnement, une joie. Vous exerciez depuis un certain nombre d'années quand arrive le 21e siècle. Oui. Et là, vous dites, il y a un tournant. Jusque-là, on apprenait que le cerveau, c'était le siège de 3 fonctions, intellectuelle, motrice, sensorielle. Et là, on découvre que... Eh bien, oui, j'ai été bouleversée et extraordinairement heureuse de savoir que, en fait, le cerveau qu'on croyait uniquement dévolu à ces 3 capacités, en fait, une grande partie du cerveau est dévolue aux émotions et aux relations. Et les émotions au XXe siècle étaient considérées la plupart du temps comme gênantes. Et les relations, personne ne nous a jamais appris comment avoir des relations satisfaisantes. Et bien maintenant, on sait que travailler sur nos émotions, apprendre à avoir des relations satisfaisantes, c'est quelque chose d'essentiel pour tous les humains. Et alors, quand vous dites ça, c'est pas juste parce que tout se passe dans notre cerveau. On parle de molécules, on parle de matière grise, enfin on parle de phénomènes chimiques, biologiques et autres. C'est oui. Hyper concret, c'est oui. Ça que je veux dire. C'est pas de la magie. Les chercheurs du monde entier s'accordent tous pour dire que toutes les relations qu'on a avec les enfants vont modifier de façon très profonde le cerveau des enfants, au niveau des molécules cérébrales, des neurones, donc de la substance blanche, la myéline, les synapses, les circuits neuronaux et les grandes structures cérébrales, et même l'expression des gènes. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de parler science, on n'est pas en train de parler opinion, on n'est pas dans les croyances là, on est dans des choses qui sont observées avec des IRM, des... c'est de la science pure et dure. Moi, je ne suis pas une chercheuse, je suis une clinicienne, mais ces chercheurs qui ont publié dans les plus grandes revues internationales concordent tous pour dire que toute relation va impacter durablement le cerveau des enfants. Et pourquoi plus le cerveau des enfants? Parce que le cerveau des enfants, plus malléable. Il est beaucoup plus fragile et malléable. Regardez les docteurs, on va faire un petit test. Jusqu'à quand on est un enfant, Emma? Bonjour Emma. Bonjour. Avant qu'on se retrouve. Moi, je suis toujours un peu un enfant. Ok, d'accord. Voilà. Bon. Super, vous n'avez pas encore 25 ans. J'ai appris en vous lisant que le cerveau, il se forme jusqu'à 25 ans. Pour avoir un cerveau adulte, c'est au moins jusqu'à 25 ans. Il y a au moins. Des chercheurs chez l'homme, c'est 35, mais bon, bref. Voire au-delà. Il y a des chercheurs qui disent même 30 ans. C'est-à-dire que oui, avoir un cerveau réellement adulte, c'est 25-30 ans. Néanmoins, chez le petit enfant et chez le bébé, il est beaucoup plus malléable et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, il est à la fois beaucoup plus fragile si on envoie des mauvais signaux et en même temps, il peut emmagasiner des informations extrêmement favorables. Complètement. Il est extraordinairement fragile et malléable. Plus l'enfant est jeune, plus il est fragile et malléable. C'est pour ça que la toute petite enfance, la vie intra-utérine et la toute petite enfance devraient être le fondement de toute société si on veut avoir des adultes qui se sentent bien, qui soient pacifiques, chaleureux et entreprenants. Alors, j'ai découvert en vous lisant qu'il y a une molécule de l'empathie. On dit toujours qu'il faut être empathique. L'ocytocine. Oui. Et donc, quand on a des gestes sécurisants pour un bébé, par exemple, il sécrète de l'ocytocine. Si moi je vous regarde avec un regard bienveillant, ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Eh bien, comme j'ai moins de 25 ans, mon cerveau est toujours en formation. C'est quoi ce rire? Il est malléable jusqu'à la fin de notre vie.
C'est-à-dire que si moi je vous regarde avec un regard bienveillant, l'œil, c'est la seule émanation directe du cerveau. Eh bien, je sécrète de l'ocytocine en étant bienveillante, donc ça me fait du bien. Et vous recevez aussi de l'ocytocine, Et je me ça sens vous bien. fait du bien. Super. Vous voulez pas en envoyer un petit peu à Emma parce que dans 30 secondes, elle va faire l'anti-sèche, je suis en pleine forme. Ouais, je suis en pleine forme. Je vous regarde avec empathie. Oui. Ça va? Moi aussi, On se regardez. retrouve dans quelques minutes. Oui. C'est l'heure de l'anti-sèche, Catherine, si vous voulez bien. On retrouve Emma. Emma, Bonjour. nous sommes le 8 septembre. C'est la journée internationale de l'alphabétisation. Et c'est une journée importante, car si l'alphabétisation a progressé dans le monde, elle n'a tout de même pas atteint encore les 100% qui sont l'objectif. Tout à fait, mais notons d'abord les progrès. Aujourd'hui, 86% de la population mondiale est alphabétisée, alors qu'au tout début du XXe siècle, elle était à peine supérieure à 20%. Donc les progrès sont là. Lire, écrire, on le sait, a longtemps été réservé à une élite, la plus riche, la plus libre aussi, puisqu'avoir la maîtrise de la lecture et de l'écriture est une des plus grandes libertés pour pouvoir s'épanouir dans notre société. Quand on voit les chiffres et même les spots de sensibilisation pour lutter contre l'analphabétisation, on se rend vraiment compte que ce qui nous paraît être une évidence est surtout une véritable chance. Parce qu'aujourd'hui encore, 1 milliard de personnes ne savent ni lire ni écrire, et ça représente donc 14% de la population. Ce qui reste considérable, ça touche bien évidemment les enfants. 26% des personnes analphabètes ont moins de 15 ans. Cette journée internationale de l'alphabétisation, elle sert donc à sensibiliser les États sur la question. C'est l'UNESCO, entre autres, qui lutte pour le développement de l'alphabétisation dans le monde grâce à des programmes avec un objectif, vous l'avez dit, l'accès à l'éducation à tous en 2030. Des enfants plus touchés, les femmes plus touchées que les hommes. Oui, parmi les personnes analphabètes, et même si cet écart s'est beaucoup réduit ces dernières années, les 2 tiers sont des femmes. On le remarque dans les pays les plus marqués par l'analphabétisme, en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, au Niger, au Tchad, le taux d'analphabétisation des jeunes dépasse les 50%. Pareil en Afghanistan, où depuis la prise du pays par les talibans, voilà, il y a près d'1 an, les filles n'ont tout simplement plus accès à l'école. Et dernièrement, on a vu des reportages dans des écoles clandestines. Passé l'âge de 12 ans, je crois, c'est ça. Juste après 12 ans, voilà. Où des jeunes Afghanes se rendent illégalement pour quelques heures de cours. Et j'en cite une, elle dit quelque chose de très fort. Nous venons ici toujours effrayés. Nous avons peur dans la rue, mais je ne veux pas être analphabète. Grand témoignage, enfin, une preuve de courage, prise de conscience aussi de la chance qu'on peut avoir dans d'autres pays, et notamment en Occident. Mais oui, en Europe, par exemple, le pourcentage de la population qui maîtrise la lecture et l'écriture avoisine quand même les 100%. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème d'accès au sens, mais ils sont un peu différents. On parle ici non pas d'analphabétisme, mais plutôt d'illettrisme ou de situation d'illettrisme. Et ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose, et pourtant on emploie souvent les termes. On les mélange. On les mélange, mais en fait l'analphabétisme, c'est être face à un texte et ne pas savoir du tout ni le lire ni l'écrire. On ne sait pas déchiffrer. Voilà, on ne sait pas déchiffrer. Alors que l'illettrisme, c'est avoir appris à lire et à écrire, mais ne pas maîtriser ça au quotidien. C'est-à-dire qu'on arrive à lire, mais on ne comprend pas forcément ce qu'on lit. Et donc en France, ça existe. Voilà, en France, ça existe. Et on a tort d'ailleurs de penser que ça concerne une majorité d'enfants. Parce que plus de la moitié des gens illettrés ont plus de 45 ans et travaillent. En fait. Donc il y a beaucoup parce qu'il y a des stratégies de contournement, où il y a des situations dans lesquelles on peut, faire sans vraiment lire. C'est toujours c'est difficile quand même à vivre. Alors il y a beaucoup d'associations qui proposent de l'aide en se déplaçant dans les entreprises, et puis l'école aussi a inévitablement un rôle à jouer, puisque c'est là qu'on apprend à maîtriser la lecture et l'écriture, les fameux savoirs fondamentaux sur lesquels l'éducation nationale met l'accent depuis des années. Merci beaucoup. Emma, on se retrouve dans quelques minutes pour la récré. Pour la récré. Et pour l'instant, retour de Catherine Guéguin, grand oral. Je suis en retard. Emma est furieuse. Comment contrôler le dérapage qui s'annonce? Le mode d'emploi est en page 71 de petites et grandes questions pour une enfance heureuse. Emma, je vous laisse jouer le rôle que Catherine Guéguin suggère. Là, je suis très frustrée, voire furieuse que tu sois en retard et que tu m'aies fait attendre 30 minutes. J'éprouve au fond de moi une envie de te hurler dessus, de te planter là même. Mais j'ai décidé d'exprimer ce ressenti calmement pour aider mon amygdale cérébrale à se calmer et faire baisser mon stress. À quoi je réponds? Je culpabilise à mort de t'avoir fait attendre et j'avais tellement peur que tu sois parti que j'avais prévu d'inventer un prétexte bidon. Mais moi aussi, j'ai choisi d'assumer et de m'excuser. Magique. Et là, on verbalise nos émotions, Catherine. Et le livre est rempli de conseils extrêmement pratiques. Qu'est-ce qui se passe dans nos cerveaux respectifs si, au lieu de se crier dessus, on verbalise, on dit voilà, j'ai été inquiet ou je suis pas bien Eh bien, les chercheurs nous disent que exprimer nos émotions et exprimer aussi bien nos émotions agréables que désagréables va nous faire un bien extraordinaire.
exprimer nos émotions désagréables va calmer, comme vous l'avez dit, l'amygdale cérébrale qui permet la sécrétion des molécules de stress, du cortisol et de l'adrénaline. Donc quand on arrive à dire « je suis énervé, en colère ou angoissé », on baisse notre stress. Tout de suite on baisse notre stress. Donc ça, c'est extrêmement important de faire passer ça dans l'éducation, aussi bien à l'école que pour les parents, parce que une des grandes causes du mal-être de beaucoup de gens à l'heure actuelle, c'est le stress. Donc ça, c'est très, très, très important. Vous dites que 2 parents empathiques, ça augmente la substance grise du cerveau. Au fond, ça va rendre plus intelligent, c'est ça? Alors, Rianne Koch, c'est une jeune chercheuse hollandaise, a fait une étude absolument remarquable sur les 2 parents, le père et la mère. Elle a pris des enfants de l'âge de 6 mois à 8 ans et elle a constaté que quand les 2 parents sont empathiques, eh bien, toute la substance grise du cerveau se développe avec un épaississement du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est les activités supérieures du cerveau. Donc on sait, à l'heure actuelle, tous les chercheurs nous le disent, que l'empathie permet le développement global de tout le cerveau, aussi bien le cerveau intellectuel que le cerveau affectif, qui nous permet justement d'être connectés à nos émotions, savoir les réguler et d'avoir des relations satisfaisantes. Et je voulais vous ajouter quelque chose de très très important. Le gouvernement vient de sortir une instruction interministérielle pour développer ces compétences-là avec la signature de tous les ministères, dont le ministère de l'Éducation nationale, de la Santé et de la Justice. Il est sorti le 19 août. C'est un scoop, quasiment. Là, on prend les choses en positif. On raconte comment le fait d'être empathique permet de sécréter toutes ces molécules, le cortisol, l'ocytocine, etc. Si on les prend en négatif, tout ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires, en revanche, ça va entraver le développement de l'enfant, mais gravement. Oui. On a des très grands chercheurs de Harvard, on a Bruce McEwen et d'autres, qui ont montré que le stress chez l'enfant, quand il est très très important, évidemment, chronique, répété, peut détruire des parties du cerveau absolument fondamentales, le cortex préfrontal, l'hippocampe qui nous permet d'apprendre et de mémoriser. Donc les recherches, elles sont là, elles ont été vraiment validées. Documentées. Et quelque chose de très important, c'est que quand on humilie un enfant, tu es nul, tu écris mal, tu es un incapable, eh bien, ça va abîmer des zones qui nous permettent de comprendre le langage. Vous vous rendez compte de ce que ça fait? Ça complique l'accès au sens, ça complique l'accès au langage. Absolument. Pourtant, pendant des siècles, on a dressé les enfants plus qu'on ne les a éduqués, d'ailleurs. Oui. L'enfant, on l'invente à la fin du 19e siècle, peu ou prou, non? Oui. Jusqu'à présent, la plupart des éducations dans le monde entier, quelles que soient les cultures et les religions, c'est du dressage. Ouais. Et moi, à mon avis, pourquoi le tout petit ne sait pas gérer ses émotions? Donc, on a dû le prendre pour un animal sauvage et qu'il fallait dresser. Alors que maintenant, on sait que le tout petit ne sait pas gérer ses émotions parce qu'il a un cerveau immature. Il est victime de tempêtes émotionnelles. Voilà, parce que son cortex orbitofrontal qui nous permet de gérer nos émotions n'est pas encore mature. Donc il ne le fait pas exprès. Il n'est pas là pour emmerder ses parents, vous voyez. C'est pas un pervers. Et il est là parce qu'il est totalement fragile et immature. Il ne sait pas gérer ses émotions. Je reprends vos termes. Parfois, il les emmerde quand même, vraiment. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'énerver quand on est parent? On va en parler juste après la récré, vous voulez bien? Je pense qu'il faut qu'on prenne une sorte de respiration. Absolument. Zénitude, on travaille le cortisol, toutes ces choses-là. La récré, on retrouve Emma. Et pour cette heure de la récré avec Emma, on va rester dans le thème de l'écriture, de la lecture, puisqu'on va parler avec vous des différents sons qui existent dans la langue française. Vous avez vu comment je vais articuler? Vachement bien. Ouais. Et qui étonne d'ailleurs parfois les étrangers qui apprennent le français. Parce que comment expliquer que E plus N, ça fait en, que O plus N, ça fait on, ou que P et H, ça fait F. C'est quand même compliqué. Et alors quand on est petit... Et alors quand on est petit, on l'entend, on sait le dire. Mais comment faire pour apprendre à le maîtriser à l'écrit et à le lire? Pas si simple. Eh bien, cette maîtresse a développé une super technique. Regardez. Les enfants, aujourd'hui, j'ai mis de très belles bottes. Waouh! Ah merci, je sais, c'est trop gentil, merci. Après, je vais vous expliquer quelque chose, c'est que je les ai volées à quelqu'un. Oh! Ouais. En même temps, elle le méritait un petit peu, puis je pense que je vais les garder, pour moi. Mais comment ça vous soufflez? Bah, mais comment ça? Mais comment ça? Bon bah puisque c'est comme ça, je décide de plus jamais être votre maîtresse. Ah bah
bah oui, vous avez envie que je reste, hein. Moi, je veux que tu restes toujours avec nous. Moi aussi. Oui, moi aussi. Ah, ouh, ah, ouh, ah, ouh, oh. Waouh. Gros shoot d'empathie quand même. Et bah voilà, typiquement bon exemple. Et apprendre par le jeu, d'ailleurs, regardez comme ça fonctionne et avec bonne humeur en plus. Voilà, donc on montre souvent cette prof en plus dans la quotidienne parce que justement, elle a beaucoup d'empathie envers les élèves et regardez comme elle lui rend bien. Absolument, voilà. Ça fait plaisir. On se sent tous bien d'ailleurs. Bah oui. Mais ouais, Cézanne, on espère que vous aussi. Merci beaucoup, Emma. Merci. On retrouve Catherine Guéguin dans quelques secondes, suite du grand oral, autour de ces petites et grandes questions pour une enfance heureuse qui viennent de sortir. C'est aux éditions des Arènes. Tiens, puis tant qu'à parler des éditeurs, je signale également que vous avez préfacé cet ouvrage de Reza Dalvand, J'ai le droit à un livre consacré à un sujet absolument fondamental qui est celui des droits de l'enfant, sujet qui va être d'actualité d'ailleurs pendant toute cette année. On y reviendra dans la quotidienne. L'anxiété, l'agressivité, le manque d'empathie, la mauvaise estime de soi, la dépression sont quelques-unes des conséquences des humiliations subies durant l'enfance chez l'adulte. Alors comment les prévenir? C'est ce dont on parle avec vous, Catherine Guéguin, qui est pédiatre, et autour de ce livre. Ce qu'on se disait juste avant la récré, c'est qu'on est parent, mais qu'on n'en est pas moins un être humain. Et donc, savoir que tout compte à ce point-là, tel que vous le dites, ça met une pression complètement dingue. Donc, quand on est énervé, et parfois à raison, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut toujours laisser passer? Il faut prendre le petit dans les bras en disant « Mon pauvre chéri, c'est pas grave du tout Alors, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que c'est un changement culturel d'éducation extrêmement, extrêmement important. Et il va falloir, à mon avis, une génération pour changer d'éducation. Parce que la plupart des parents, à l'heure actuelle... On imite. Absolument. On subit des violences éducatives. Et je voudrais aussi dire que les parents humilient leurs enfants, c'est-à-dire sont durs avec eux, en croyant bien faire. Pour leur bien. Moi, je ne leur en veux pas du tout. Ouais. Ils pensent que c'est comme ça. C'est important de dire ça, Catherine Guéguin. C'est extrêmement important. Les parents le font parce qu'ils croient que c'est comme ça que l'enfant va bien travailler à l'école et bien se comporter. Donc, je n'en veux pas du tout aux parents. Par contre, pour changer de façon d'éduquer, eh bien, il va falloir vraiment accompagner les parents et les aider. Et de pas se mettre de la pression. En tant que parent, l'éducation, c'est la chose la plus complexe au monde. On fait tous des erreurs. Et faire des erreurs, ce n'est pas grave. Il faut juste le reconnaître. C'est-à-dire que si vous avez un mot de trop, un geste que vous n'auriez pas dû avoir, eh bien, prenez-en conscience et dites à l'enfant « je m'excuse » tout de suite, si vous voulez. C'est très éducatif et l'enfant va le comprendre aussi. Et les mauvaises connexions n'ont pas le temps de se faire. Absolument. Et ça redescend. Donc surtout, ne pas se culpabiliser, ne pas se mettre de pression. D'accord. Et ça veut quand même dire qu'on peut faire preuve d'une forme d'autorité, de poser des règles. Enfin, c'est pas le laxisme et le c'est fondamental. Ouais. Cette éducation... Sinon, on ne se construira pas, l'enfant aussi. Absolument. Ouais. Élever un enfant, c'est extrêmement complexe. Il faut vraiment l'aider à progresser. Et ça se fait en transmettant des valeurs, en posant un cadre, en sachant dire non. Ça, c'est très important. L'éducation bienveillante, ce n'est pas du tout le laxisme. Donc, quand un dessin, par exemple, n'est pas forcément très réussi, je ne suis pas obligé de m'extasier devant le dessin de l'enfant en lui disant c'est du Léonard de Vinci, quoi. Je peux l'encourager à continuer, ça suffira bien. Disons qu'on sait que le soutien et l'encouragement est très important. C'est ça. Mais on n'est pas obligé de dire n'importe quoi pour autant. Il y a une part quand même un petit peu de bon sens. Il y a une clé très importante que vous signalez aussi bien pour les parents que pour les enseignants, que pour toutes les personnes qui ont affaire aux enfants, c'est dire ne restez pas seul, faites-vous aider, il y a des professionnels pour ça. Ou même entre pairs, PAIRS. C'est-à-dire que tous les adultes qui sont en contact avec les enfants, de temps en temps, craquent, n'en peuvent plus. Il faut absolument pouvoir en parler. Et moi qui suis tout le temps sollicitée par l'Éducation nationale, je dis aux enseignants, mais parlez de vos difficultés entre vous, faites-vous aider, ne restez pas seuls. C'est extraordinairement important. Et pour les parents aussi. En tout cas, dans cet ouvrage, alors il y a vers la fin, je ne vais évidemment pas le retrouver à la seconde, si je le retrouve, regardez comme c'est bien fait, j'ai coché la page, un certain nombre de traductions des attentes, des besoins de l'enfant. J'ai besoin que tu m'écoutes, mais pas en faisant autre chose en même temps. J'ai besoin que tu me protèges. Téléphone portable, oui, on avait compris, merci beaucoup, c'est pas la fête. Je crois pourquoi cet exemple est pris. C'est quoi ce truc là-bas? J'ai aussi besoin que tu me protèges, mais que tu m'encourages à découvrir le monde. Enfin voilà, c'est tout ce balancement. C'est pas un discours univoque ou dogmatique. Un dernier point quand même, vous donnez aussi des conseils. Il y a une règle d'or qui est si on veut pas humilier,
au fond, il ne faut pas se moquer. En tout cas, il ne faut pas se moquer méchamment, quoi. Et ça Jamais fait se moquer. des saletés dans le cerveau, c'est ça? Beaucoup de parents disent c'est de l'humour. Ouais. Mais si nous, on se moque de nous, On ne trouve pas toujours ça drôle. Voilà, on ne trouve pas ça drôle du Ouais, tout. pas du tout, d'ailleurs. Donc on se moque jamais d'un enfant. Ouais. Mais encore une fois, si jamais il y a des mots qui nous échappent, eh bien, il faut en prendre conscience et puis dire je m'excuse. Petite et grande question pour une enfance heureuse. Alors pour une enfance heureuse, il faut aussi bien se nourrir. Si vous voulez bien, on va accueillir Sandra Ferreira, notre nutritionniste diététicienne, pour le plateau repas. Emma, merci beaucoup. Merci. Plateau repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira. Vous êtes diététicienne nutritionniste. Sandra, bonjour. Bonjour. Avec la rentrée, on entend de nouveau parler de reprendre les bonnes habitudes alimentaires. Pour certains, il s'agit simplement de les prendre. Bref, de manger équilibré. Mais qu'est-ce que c'est vraiment manger équilibré pour les enfants? Puis si vous voulez, comme... voilà, vous avez déjà la pédiatre en face de vous qui dit oui, c'est important ce qu'elle va dire, Très Sandra. important. On va voir si la pédiatre est d'accord avec Oh, ce bah que ça, je j'ai peu de dis, doute là-dessus quand Et même. pas facile avec les enfants. Ouais, bah vous allez nous Pas expliquer facile. comment on fait de l'éducation positive avec les Effectivement. fruits et légumes. Bon, déjà, il est important de comprendre que ce n'est pas compliqué en soi de manger équilibré. Alors après, il y a des petites techniques, effectivement. Ça demande un minimum d'organisation, ça c'est certain. Il faut comprendre que les professionnels de la nutrition, quand ils parlent de manger équilibré, ce qu'ils veulent dire, c'est apporter les nutriments essentiels à l'organisme. C'est ça, manger équilibré. Ce n'est pas une envie comme ça d'embêter les enfants. Alors concrètement, quand on parle d'équilibre sur un repas, on demande à ce que l'enfant ait un aliment de chaque groupe d'aliments dans son assiette. Ça, c'est la théorie. Vous les connaissez, les groupes d'aliments, Emmanuel? Oui, C'est vrai? ouais. Il y a les frites, Ah. les pommes de terre sautées, les pommes de terre au four. Et puis sinon, il y a le steak tartare, il y a le steak haché avec un œuf à cheval. Bon, il y a déjà 2 groupes d'aliments, là. C'est pas ça. C'est pas vraiment ça, non? Mince, je me suis fait avoir. Heureusement que je suis là, n'est-ce pas? Bon. Non, je crois qu'il y a Alors, une oui, notion de pyramide alimentaire, n'est-ce Bien pas? sûr, Voilà. pyramide alimentaire, elle existe sous différentes formes. Maintenant, il y a aussi sous forme de cercle, etc. Il en existe plusieurs. Moi, je suis un peu vieille école, je reste sur ma pyramide alimentaire. C'est très simple. Ce qui est en bas de la pyramide alimentaire sont les groupes les plus essentiels. Et plus on monte, moins c'est essentiel. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette pyramide alimentaire? On va retrouver le groupe des VPO, viande, poisson, œufs, un petit peu de théorie. Donc, C'est des protéines, ça. Ça apporte effectivement des protéines qui servent, je traduis très très simplement, à la fabrication musculaire, renouvellement des cellules musculaires. Alors c'est un groupe qu'il faut quand même limiter chez l'enfant parce qu'on sait qu'il y a des risques de surpoids et d'obésité à l'âge adulte. Alors c'est vrai que les quantités diffèrent en fonction de l'âge de votre enfant. Ensuite, nous avons le groupe des légumes et fruits, mon préféré. Je le savais, puisque vous citiez les frites, qui ne fait pas du tout partie de ce groupe-là, mais c'est pas grave. Les légumes et les fruits, courgettes, salades, pommes, fraises, framboises. Ce groupe va apporter des fibres notamment, indispensables pour le transit, de la vitamine C, entre autres, de l'eau. Une tomate contient par exemple 94,5% d'eau quand vous mangez une Un peu tomate. comme la salade verte, en fait. Voilà. On boit, quoi. On s'hydrate, en tout cas. Voilà, on mange de l'eau. Nous avons le groupe des produits céréaliers. Les produits céréaliers, oui. Également appelés les féculents. Donc, les fameux féculents, où on retrouvera effectivement vos frites, Emmanuel. Mais bon, là, c'est un féculent un peu gras, mais les pommes de terre, les pâtes, les légumes secs, tout ce qui est... Vous avez regardé les vidéos, vous avez vu comme elle me fait de l'éducation positive, elle regarde avec beaucoup d'empathie, genre je vais pas les parties méchamment, mais vraiment, il faut qu'il arrête les frites, quoi. Non, mais dit comme ça. J'ai écouté le docteur. Et donc ça, c'est les glucides, Donc c'est ça que ça va apporte amener. des glucides, effectivement, pour le fonctionnement du corps, l'énergie, les groupes les vitamines du groupe B, pour le système nerveux, des fibres aussi dans les légumineuses, c'est important. Les produits laitiers qui sont produits laitiers qui nos sont amis. nos amis qui font la vie, c'est ça? Oui, les produits laitiers, fromage blanc, petits suisses, fromage et autres. calcium, Alors, moi j'ai en tête. calcium, Ouais. et surtout, et c'est là où je vais insister, ne donnez pas de produits laitiers à 0% à vos enfants parce que c'est dans le gras du produit laitier qu'il y a la vitamine D. Et la vitamine D, elle sert à fixer le calcium sur vos os. Ah oui, d'accord. Donc c'est un contresens absolu. C'est un contresens absolu, sans parler du fait que le goût moyen pour les 0%. Le groupe des matières grasses. Oui, mais il en faut. Il en faut. Il faut surtout pas les supprimer chez vos enfants, c'est important. Beurre, huile, ce qu'il faut, c'est les varier. Ça va apporter différentes vitamines A, E, D pour les jolis petits noms. Des acides gras essentiels, les fameux oméga 3 dont on entend parler dans certaines huiles, comme le colza, entre autres, par exemple. Il faut varier en fait les sources d'huile chez votre enfant. Les boissons, la seule boisson indispensable est
L'eau. Parfait. L'eau, elle contient bien sûr des minéraux. On rappelle que l'AFSA, qui est l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, précise bien que l'eau du robinet peut convenir, avec des exceptions effectivement si on parle du bébé. Pour les ou bébés, là, c'est ça, ouais, on effectivement, fait un peu attention. là, il faut un peu demander en mairie un peu la composition. Et les produits sucrés. Ah, quand même. Et oui, ils arrivent. Alors, ils font partie. Je me disais, elle n'est pas si positive que ça, elle fait Et semblant. en plus, c'est non indispensable à la vie, donc c'est le seul groupe qui n'est pas indispensable au goût et au plaisir. Ça, on se l'accorde là-dessus. Attention à tout ce qui est sucré et gras, tout ce qui est de la famille de la biscuiterie, de la pâtisserie. On évite. Effectivement. Ou alors on le fait avec modération. C'est tout en limite. haut de la pyramide, en fait. Ouais, ouais. Concrètement, ça donne quoi? Si on peut donner un exemple de repas équilibré pour un enfant? On va faire simple. Ouais. Petite salade de tomates en entrée, Super. un plat de pâtes avec un steak haché, pourquoi pas. On n'est pas obligé de faire du très compliqué. Un fromage blanc avec quelques petites framboises et de l'eau à volonté qui accompagne tout ça. On est bon. En gros, dans l'assiette, s'il y a quelque chose que vous devez retenir, en gros, un demi de l'assiette sont des légumes, un quart des féculents, un quart la protéine. C'est vraiment en gros, c'est pour juste que ça soit Et simple. ça se fait sur un repas, l'équilibre. On ne peut pas. Eh bien, je pense que vous avez Faire tout des compris. moyennes. Et oui, alors ce qui est important Eh oui, de c'est préciser et de comprendre aujourd'hui, c'est que oui, je vous parle de l'équilibre sur un repas. On sait désormais que l'équilibre peut se faire sur la journée, voire même sur la semaine. N'ayez pas peur si vous avez fait un fast-food avec votre enfant ou un sandwich vite fait comme ça, quoique des fois les sandwichs sont très équilibrés. Oui, il y a des sandwichs très. Oui, on peut les faire très très bien. Mais sachez que l'enfant va simplement rééquilibrer, enfin vous allez rééquilibrer pour votre enfant dans les jours qui suivent. Je veux vraiment qu'on comprenne qu'un enfant, c'est pas un robot, c'est pas parce que j'ai dit tel groupe qu'il faut faire tout de manière hyper carrée. Il faut qu'il y ait le plaisir aussi, c'est important. Donc oui à l'équilibre alimentaire, mais non pour en faire une règle stricte à la maison. Génial. Ah ben oui, c'est extraordinaire. La difficulté avec les enfants, c'est les enfants qui, quand ils sont tout petits, qui ne veulent manger que toujours le même aliment. Ça existe. Alors ouais. là, on est dans l'ordre pathologique, je pense. Là, Vous en avez eu quand vous. Oh ben, j'ai vu beaucoup Dans vos patients. Ouais. parmi mes patients, oui, qui n'aimaient que tel aliment et qui ne voulaient rien d'autre. Et c'est très compliqué pour les parents. Ça- Les frites, quand je vous le dis. Voilà. Et les frites, généralement. C'est ça. Ouais, pas reconnu. Catherine. Beaucoup c'était moi. d'enfants n'aiment que les frites et le sucré. Parce qu'aussi, ils prennent exemple souvent sur les parents sans poser aucun jugement, mais souvent c'est dans l'éducation C'est vrai. à la maison. Il y a une éducation au goût qui est fondamentale. Il y a Ouais. beaucoup d'efforts qui ont été faits dans les écoles, ceci étant, de ce point de vue. Ouais, oui, heureusement. Oui. Et puis l'éducation passe souvent par les parents pour après passer à l'enfant. Eh ben, c'est exactement d'ailleurs, merci beaucoup Sandra, c'est exactement d'ailleurs ce que raconte Dr Catherine Guéguin dans Petites et grandes questions pour une enfance heureuse. Guide d'éducation illustrée, c'est aux éditions Les Arènes. Les illustrations sont de Méfait des Gribouillis. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur le plateau de La Quotidienne. Et je signale également la préface que vous avez faite de ce très beau livre de Reza Dalvand, J'ai le droit, un livre consacré aux droits de l'enfant. C'est également aux éditions des Arènes. Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui ont préparé l'émission, notamment au maquillage à Taï Sayad, à Marine Plantec qui est en régie aujourd'hui avec Roxane Sarfati. Au son, c'est Héloïse Merlin à la réalisation. Romain Luc, vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.